Bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à venir vous présenter AcidoS. AcidoS, ce n'est pas une aventure récente. C'est un programme qui a commencé à être développé aux alentours de 2002 euh, par un développeur qui a conçu des outils d'abord, des petits outils, qui s'est spécialisé dans le bas niveau et dans les petits outils, qui a commencé à faire des petits gestionnaires mémoire, des petits gestionnaires de communication, des petits systèmes, et qui s'est rendu compte que la façon dont on écrivait les codes dans les OS était assez disparate, et il a essayé de commencer à regrouper tout ça et à unifier un petit peu tout ça. Et à un moment donné, il s'est aperçu qu'il avait tous les éléments potentiels pour commencer à concevoir un OS. La seule chose qui lui manquait, c'était une carte mère sur laquelle il puisse le faire tourner et le mettre à l'épreuve des microprocesseurs. Donc, n'ayant pas les moyens de se fabriquer une carte ou de dézinguer une carte du marché à l'époque, il s'est dit, je vais concevoir un hyperviseur, une carte mère virtuelle, et puis je vais faire tourner mon OS sur cette carte mère en imitant le microprocesseur sur base de QEMU et de ce qui existait à l'époque. Et donc, il a commencé à écrire son hyperviseur. Et quelques années après, on va dire, parce que ça lui a pris un peu de temps, et 93 lignes de code en assembleur plus tard, il a un hyperviseur qui fonctionne et qui est capable de faire fonctionner AcidoS et d'émuler et de simuler un microprocesseur complet. Donc à partir de là, on a commencé à travailler. Il a intégré AcidoS, il a intégré l'hyperviseur dans AcidoS. Et donc AcidoS est devenu un OS intégrant un hyperviseur bare metal type 1 en quelque sorte, puisque AcidoS s'installe en lieu et place de la ROM sur une carte mère. C'est-à-dire que quand vous prenez une carte mère du marché, vous avez une ROM qui fait démarrer la carte mère et qui vous permet, avec le BIOS ou l'UEFI, ce que vous voulez, de mettre derrière votre système d'exploitation. AcidoS, pour que ça fonctionne, on enlève la ROM et on met à la place de la ROM AcidoS. Donc il n'y a vraiment rien sur le microprocesseur et sur la machine. Il n'y a que le code AcidoS qui vient démarrer. Fait qu'il n'y a aucun risque de pénétration déjà entre le moment où vous faites le power on et le moment où l'OS démarre, puisqu'il n'y a pas d'autres codes que le nôtre. Donc ça déjà, c'est un gage de garantie, de savoir exactement ce qui vient fonctionner. Après avoir intégré l'hyperviseur et après avoir réussi à faire fonctionner cet hyperviseur, l'hyperviseur, il a été tellement bien conçu et bien fait que AcidoS en fait peut fonctionner dans ses propres machines virtuelles. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'autres OS d'hyperviseurs qui savent le faire. Euh, et le gros intérêt de ça, c'est pour faire du débugage. Prenez votre OS, vous le faites tourner sur une carte mère, vous démarrez une VM et dans la VM, vous remettez votre OS et vous le refaites tourner dans les mêmes conditions que ce qu'il est sur la carte mère. Donc, il se regarde en miroir, il se regarde travailler, vous êtes capable de débugger très rapidement et sans avoir besoin de sortir l'oscilloscope et d'aller directement dans la partie bas niveau électronique, vous avez la possibilité de voir un peu ce qui se passe. Donc voilà, ça a été tout cet assemblage et toute cette évolution de technologie et d'empilement qui ont fait qu'à un moment donné, l'OS est arrivé à une certaine maturité et est capable de virtualiser un logiciel, un soft, un code sous Linux qui tourne et qui est capable de démarrer. Les premiers éléments de fonctionnement qui nous ont permis de valider le fonctionnement d'AcidoS, ça a été tout simple, hein. Ça a été de se connecter à Internet, avoir une stack IP qui démarre. Aujourd'hui, quand AcidoS démarre de démarrage à froid, power on, en 3 secondes, on a un ping actif sur Internet. Et on est avec le débugage, avec toutes les lenteurs du contrôleur mémoire qui ne sont pas encore optimisées, etc. Je vous parle de ça en 2015 à peu près, hein, 2015-2016. Depuis, on a pas mal évolué. Et l'environnement de développement au départ a été de faire un choix de s'orienter sur x86, sur les plateformes x86, parce que la virtualisation hardware à l'époque était largement plus performante et existante par rapport à ARM, qui était balbutiant encore et qui n'avait pas d'hypervision hardware. L'évolution s'est faite comme ça. On a montré, on a démontré, on a expliqué, on a présenté, voilà.
AcidOS n'est pas une énième réécriture d'un noyau Linux. C'est pas une compilation de choses existantes. C'est un code qui était intégralement écrit de zéro à partir d'une feuille blanche, qui pèse à peu près aujourd'hui 600 kilooctets mouillés, qui intègre la stack IP, qui intègre un serveur web, qui intègre le gestionnaire mémoire, qui intègre l'hyperviseur et qui intègre toutes ces choses-là. La force d'AcidOS au départ, ça a été de se dire, quand je vais avoir cet OS et que je vais vouloir faire tourner une application, la complication, elle va arriver là. C'est-à-dire, si je suis obligé de faire recompiler les applications, de les faire réécrire, de trouver un nouveau langage, de trouver une nouvelle méthode, etc., les développeurs vont dire non, ce n'est pas la peine, ça ne nous intéresse pas, c'est trop compliqué, on va trouver des marchés de niche et ça va être très emmerdant. Et donc, l'idée de William, ça a été de dire, eh ben, on va utiliser l'hyperviseur, et tout ce que l'on ne sait pas faire tourner, on va le mettre en hyperviseur. On va le mettre dans une VM. Alors là, la difficulté, c'était d'être capable de mettre plusieurs VM en parallèle et d'en faire tourner beaucoup. Alors, on s'est amusé à l'époque à augmenter les tests. Et on s'est rendu compte, par exemple, que sur une version Linux avec un hyperviseur quelconque, quand on arrivait à 200, 300 VM vides, sans rien mettre dedans, hein, juste on démarre on lui dit voilà, je veux 300 VM, Linux, il s'écroulait. Et à AcidOS, on était à 1000 à peu près, 1000 VM. Il ne bougeait pas, ça ne lui posait pas de problème. Donc on s'est rendu compte qu'une VM de 64 kilooctets à vide, c'était très simple, très, très fluide. Et l'énorme avantage aussi d'AcidOS, c'est qu'il fait donc 600 kilooctets, il fait 4 mégas en empreinte mémoire. Et 4 mégas en empreinte mémoire, bizarrement, ça tourne dans le cache processeur d'un x86 de base. On avait essayé avec des e-cabinines, ou à l'époque, c'est les premières cartes qu'on avait testées. Et 4 mégas en cache, ça veut dire que l'intégralité de l'OS tourne dans le cache processeur. Donc on tourne à la vitesse du microprocesseur. En termes de rapidité, il n'y a pas photo. C'est extrêmement rapide. Et ce qui est embêtant après, c'est effectivement des images qui sont très chargées, les mettre en mémoire, et là, on ralentit forcément l'accès mémoire. Mais quand on est dans le cadre du traitement au cœur du microprocesseur sur l'OS, on n'a aucun besoin d'aller en RAM. On peut rester en cache processeur. Alors évidemment, avec les nouveaux processeurs qui ont des tailles de mémoire cache encore plus importantes, c'est évidemment encore plus intéressant sur des serveurs et sur des grosses machines, hein, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'histoire d'AcidOS. Donc j'ai repris une ancienne présentation juste pour vous présenter. Alors, il faudrait dézoomer un petit peu parce que là, on voit qu'une part. Voilà. C'est surtout pour ceux qui regardent, je pense. Voilà. Donc voilà, le schéma à l'époque, c'était de dire, voilà, on a les applications qui tournent sur un noyau, hein, quel qu'il soit, Windows, macOS, Linux, et puis on avait le BIOS, fameux firmware, et le hardware. Donc forcément, les failles de sécurité pouvaient arriver de différents endroits. Les OS n'étant pas propriétaires des BIOS et n'ayant pas l'accès direct au hardware, ne pouvaient pas gérer notamment les registres du processeur en direct de façon simple et rapide. Donc la différence de schéma, on l'a schématisé comme ça, c'est qu'AcidOS c'est une enveloppe qui est posée sur le hardware et qui intègre tout en un seul bloc. Alors on peut appeler OS monolithique, on peut l'appeler micro-noyau, ça après les termes, je vous laisse choisir. On n'a pas de paroisse là-dessus. Le fait est qu'aujourd'hui, le code, il est sécurisé entre le démarrage et la réalisation, l'arrivée en mémoire et l'application. Alors, comment on peut être sûr de ça? En fait, on a fait une petite modification, on va dire, du système de démarrage du processeur. Un microprocesseur x86, il a une instruction au démarrage. Quand on l'allume, la première instruction, c'est un SKINIT. SKINIT, la première instruction, c'est il dit est-ce qu'il y a un élément de sécurité présent sur mon bus et est-ce que je peux aller chercher une clé de sécurité pour avoir un challenge et décoder, déchiffrer de la donnée chiffrée derrière. Il n'y a rien avant. Hein. C'est la première instruction à l'allumage. Une fois qu'il a fait son power OK, les alimes sont bonnes, il envoie un SKINIT sur le bus. Nous, on a récupéré ce SKINIT, on l'a envoyé sur un TPM. Donc, le TPM, Trusted Platform Module, hein, on ne l'a pas inventé non plus, ça, on l'a pris sur le marché. Et on a créé une clé et un challenge qui fait que, avant la mise en place de l'OS dans la ROM, on chiffre l'OS avec la clé du TPM et on met le code chiffré dans le TPM. Dans la ROM, pardon.
avec ce TPM. Ça veut dire que sur notre carte mère, on a une ROM avec du code chiffré et ce chiffre est obtenu à partir d'un TPM qui est sur la même carte mère. Si vous enlevez le code, si vous enlevez le TPM, ça ne marche plus. Donc, on a créé en quelque sorte avec ces cartes mères une identité numérique inviolable au système. Et ce qui fait que quand le code démarre, il démarre en étant dans la ROM chiffrée, donc inattaquable, et à partir de là, ne peut rentrer dans le code qui va fonctionner que du code chiffré authentifié par le TPM. Ça veut dire que là, on a garanti qu'au boot, on est sûr que rien ne peut venir perturber le démarrage de l'OS. Et à partir de là, on est derrière dans un environnement chiffré, et on peut à partir de là valider que dans une VM, on ne va pouvoir mettre que du code qui est validé, certifié par le TPM. Donc ça, on a traité le fonctionnement du TPM dans un niveau inférieur à ce qui se fait sur toutes les machines aujourd'hui. Sur toutes les machines aujourd'hui, vous avez d'abord une stack qui démarre dans le BIOS, qui initialise le PC, qui vous donne un code. C'est pour ça que dans tous les téléphones que vous avez aujourd'hui, vous êtes obligé de rentrer d'abord un code chiffré, et ensuite, seulement après, vous pouvez utiliser votre empreinte digitale ou votre Face ID ou des choses comme ça. Mais la première des choses que vous allez faire, c'est mettre un code. Avec AcidOS, il n'y aura pas besoin. Avec AcidOS, si vous mettez ça sur un téléphone, il n'y a plus besoin de ça. Et en plus de ça, vous pouvez avoir des multi-utilisateurs, puisque vous pouvez avoir de l'identité dès le démarrage qui peut être immédiatement validée dans une VM ou dans une autre. Donc, vous pouvez avoir la VM utilisateur 1, VM utilisateur 2, VM utilisateur 3, etc. etc. Donc, ça apporte des allègements et des fonctionnements vraiment importants. Donc, ouais, ce que je disais, c'est un méga, moins d'un méga actuellement. Il fait tourner les OS dans des VM indépendantes les unes des autres, capables d'établir une connexion en 3 secondes. Il fonctionne avec la Secure Boot. Et évidemment, comme il est plus petit, logiquement, il devrait a priori consommer moins d'électricité. Alors je dis devrait parce qu'on a des personnes qui nous ont dit ah oui, mais si c'est mal codé, ça peut consommer plus qu'un. Bon, d'accord. Alors on a 90 000 lignes de code aujourd'hui dans AcidOS. Les meilleurs noyaux Linux, on va dire les plus performants, les plus petits, sont à peu près à 6-7 millions de lignes. Et les noyaux normaux sont à 40 millions. Voilà. Versus 90 000 lignes. Moi, je veux bien que lire 40 millions de lignes, ça consomme moins de 90 000 lignes, j'en suis pas certain. Voilà, on n'a jamais pu faire encore de bench réellement avec un ampèremètre derrière, on les fera probablement un jour. Mais a priori, ça devrait quand même consommer beaucoup moins d'électricité. Alors oui, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce que ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Ça n'a pas été fait avant parce qu'il faut du temps. Passer du temps à écrire un OS en partant de zéro, faut quand même être un peu couillu aujourd'hui. Les entreprises, elles n'ont pas que ça à foutre et elles ont besoin de rentabilité. Donc, c'est faites-moi un truc qui marche et imitez ce qui existe et essayez d'améliorer, mais partez pas dans des sentiers fleuris, ça sert à rien, on n'a pas le temps. On a vu qu'il y a eu des expériences de différentes entreprises, dont Google, qui pendant longtemps a développé un OS qui s'appelait Fuchsia, si vous en aviez entendu parler. Voilà, bon, ils ont mis beaucoup de ressources dessus, ils ont mis beaucoup d'argent. Aujourd'hui, Fuchsia, il est mort. Voilà. Il y en a d'autres, il y a d'autres expériences. On pourrait parler en France de ClipOS aussi, qui a été mis en open source et qui a eu beaucoup de développement au départ, qui aujourd'hui avance, on ne sait pas trop comment, mais voilà. Là, c'est un informaticien, un ingénieur qui s'est mis sur un code et qui a travaillé depuis 2002, donc ça fait 22 ans qu'il est dessus. Et ce que ne comprennent pas beaucoup de concepteurs, mais les codeurs le savent, c'est quand on écrit un code, on écrit. Donc quand on écrit, on est un écrivain. Et comme un romancier, on a une idée, on part d'un point A, on va à un point B, on l'écrit, on la déroule. Donc, vous ne pouvez pas demander ça à une équipe, vous ne pouvez pas demander ça à des gens qui vont succéder, etc. Il faut que ce soit la même personne qui aille du début, au moins jusqu'à la fin, exploitable. Donc là, on est arrivé à un début exploitable maintenant, et donc on fait grossir le système. Donc, il fallait de l'assemblage de compétences, il fallait un intérêt du marché, voilà, et puis il fallait aussi se dire est-ce que c'était intéressant et plausible de refaire et de réécrire un nouvel OS. Ça, c'était la grande question. Donc là, vous avez AcidOS en action. Donc, je vous ai juste mis quelques captures d'écran. Ça va relativement vite, vous imaginez bien, puisque on ping en 3 secondes. Donc, on a la première partie, c'est l'installation du firmware qui est au démarrage. Ensuite, on installe la mémoire et on demande à AcidOS de la prendre en totalité pour pouvoir gérer ces machines virtuelles. On a les quelques drivers N2000, etc., les Virtio, toutes les petites choses qui permettent de communiquer dans un premier temps avec le système, le port série, le debug, la vidéo, etc. Et puis on obtient l'adresse IP.
On est capable de détecter les ports et on est sur Internet. Et là, on détecte qu'il y a une carte qui est présente ou un support qui est présent quelque part, qui contient une BZ d'image. Et la BZ d'image, c'est l'image qu'on veut faire démarrer, elle démarre dans la VM. Voilà. Ça, il n'y a pas plus de choses que ça pour démarrer AcidOS actuellement. Voilà. Alors AcidOS est évidemment écrit intégralement en C et en assembleur. Hein. Il n'y a pas autre chose. Et voilà, donc les VM, on peut en démarrer autant qu'on veut. Le système, dès qu'il détecte une BZ image, il démarre une VM. On peut avoir une hiérarchie dans les VM, on peut structurer. On peut demander à ce qu'il y ait une VM 0 qui gère une VM 1, puis la VM 1 gère la VM 2, etc. Des hiérarchies. On peut autoriser ou non les VM à communiquer entre elles. On peut intégralement simuler un réseau entre les VM. On peut autoriser les liaisons, les relations, les communications. On sait aujourd'hui qu'AcidOS est ultra performant pour tout ce qui est j'oublie toujours le terme en anglais, bac à sable, sandboxing, voilà, merci. Il est extrêmement performant et je vous expliquerai après pourquoi, grâce aux fonctions de virtualisation et d'accès au registre du microprocesseur. Et il est capable de démarrer, on peut émuler dans les VM un routeur, un fax à un PC sur un x86 des années 2000 et ce que l'on veut, et on sera vraiment dans un environnement réseau totalement virtuel. Voilà. Parmi les questions, ouais. on les prendra à la fin. Ouais, mais c'est directement rapport. Il demande si on peut faire tourner un macOS et si dans la stack il y a IPv6. Voilà, en fait, on fait la présentation en entier, ensuite on coupe l'enregistrement. Oui, non, directement en rapport avec. Oui, il y en a pour 3 secondes. AcidOS, c'est un OS qui n'a aucun attachement hardware. Donc, c'est une émulation, une abstraction totale. Donc, si on veut faire tourner un macOS, on peut le faire. Officiellement, on n'a pas le droit de le dire, on n'a pas le droit de le faire, mais oui, dans l'absolu, on peut faire tourner un macOS. Il n'y a aucun problème. On peut faire tourner d'autres OS aussi dedans. On peut faire tourner sur une VM un macOS, on peut faire tourner un Windows, on peut faire tourner un Android. Voilà, il n'y a pas d'attachement. Donc, on est capable après de faire travailler les différentes choses à l'intérieur. Et l'autre question, c'était… oui, alors oui, bien entendu, il est IPv6 natif. Mais voilà, donc on fait de l'IPv4 parce qu'il en faut, mais il est IPv6 natif, il n'y a aucun problème. Ça a été fait. Donc voilà, là je vais vous démarrer la seconde présentation parce qu'il y a d'autres éléments. Voilà. Je crois que c'était celle-là. C'était celle-là. Ouais. Je la refais 2 fois alors. C'est la plus récente celle-là, non? Si. Alors ça doit être celle-là. Voilà. On va réduire un petit peu. Hop. Quand même. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est les questions qu'on nous pose tout le temps. Donc, je les mets en début de présentation. Voilà. Ce que n'est pas AcidOS. Voilà. Donc, ce n'est pas une déclinaison d'un noyau Linux. Ce n'est pas une nouvelle distribution. Il n'est ni open source ni free software. C'est entièrement du code propriétaire. Il n'utilise pas la stack IPBSD puisque la stack IP a été intégralement écrite. Ce n'est pas une interface entre le BIOS et l'OS existant. C'est un vrai OS. Il n'est pas juste un hyperviseur qui gère des accès mémoire, mais il a les fonctions d'un OS et d'un système d'exploitation. Ce n'est pas non plus un unique kernel parce qu'il est capable de faire fonctionner beaucoup de choses, puisque la fonctionnalité de mettre les besoins dans une VM lui permet d'ouvrir ses capacités de façon exponentielle. Et puis l'autre intérêt de mettre des outils ou des codes dans une machine virtuelle, avant toute chose, c'est de tester si ça fonctionne. Vous avez un hardware qui est ce qu'il est, vous voulez tester un nouveau code, vous le mettez dans une VM, si la VM elle pète, c'est la VM qui pète, l'OS il va continuer à fonctionner. C'est aussi un gros intérêt, c'est-à-dire pour faire du débugage, de l'analyse, du test, vous pouvez aussi utiliser AcidOS pour ça. Et donc, actuellement, il n'utilise pas plus de 4 mégas d'empreinte mémoire quand il est en fonctionnement. Voilà, donc 88 000 lignes de code, le bootloader et le firmware sont intégrés. Multitâche, multicœur, temps réel. Alors ça, c'est un truc, ça c'est une question aussi qu'on a très souvent, le temps réel. Alors, j'ai jamais réussi à avoir de définition précise de ce qu'est le temps réel sur un microprocesseur. On n'est pas dans un microcontrôleur, on est dans un microprocesseur. Dans un microprocesseur, ceux qui développent dans les microprocesseurs savent une chose, c'est qu'il y a une fonction qui s'appelle l'interruption matérielle. Alors, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tout le temps réel que vous voulez. S'il y a une interruption matérielle qui arrive, votre temps réel, il s'arrête. Voilà. Donc, nous, on n'appelle pas ça du temps réel, on appelle ça du temps contraint. Mais la particularité d'AcidOS, c'est qu'il est capable de faire du temps contraint par cœur,
puisqu'on est capable de mettre une VM sur chaque cœur d'un microprocesseur, par exemple, mais on est aussi capable de faire du temps contraint différencié entre les VM et entre les cœurs. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde, mais on pourra en reparler plus en détail. Il est donc bien entendu développé en 64 bits nativement, il est multicœur, il peut gérer jusqu'à, oui, alors on a fait un test, on a réussi 128 pétaoctets de RAM. Voilà, c'est pas mal aussi. On laisse envisager quelques VM, machines virtuelles. On a développé aussi donc, dans les fonctions le Virtual Container Engine. Donc c'est ce que je vous expliquais, le Virtual Container, c'est vraiment un outil. Alors c'est dans une VM classique, vous allez mettre l'OS. Alors vous allez mettre l'hyperviseur d'abord au niveau hardware, vous allez poser un OS dedans, et puis dans la VM, vous allez avoir votre OS et vous allez mettre votre application avec vos librairies, etc. Tout ça va fonctionner joyeusement. Dans AcidOS, vous faites exactement la même chose au départ. Vous prenez l'image, le BZ d'image, vous mettez votre VM, vous la collez dans une VM, ça tourne. Et puis au bout d'un moment, tout ce qui est en OS en dessous, vous n'en avez pas besoin puisque vous avez déjà AcidOS. Donc on va commencer à enlever toute la partie OS Banigo. Et puis la librairie, on va commencer à intercepter les syscalls. Et puis on va voir qu'est-ce que l'application et qu'est-ce que les librairies utilisent exclusivement. On va faire ce qu'on appelle un broker et on va réussir à ne faire tourner que le code métier dans la VM. Ça veut dire qu'on fait en quelque sorte du Docker dans une machine virtuelle hardware. Donc on réunit le meilleur des deux mondes et ça permet d'accélérer d'autant plus et de limiter d'autant plus l'utilisation de la consommation de code. Donc il y a bien entendu un TPM, évidemment, il est déchiffré. Alors il est utilisé au départ pour déchiffrer le code mort qui est dans la ROM, mais bien entendu, il peut être utilisé après dans les VM pour signer des informations, si vous avez besoin de communiquer avec un VPN, d'aller chercher du code ailleurs, etc. Une petite aparté sur la petitesse du code. 88 000 lignes de code, 512 kilooctets, c'est ridicule. Mais ça veut dire aussi qu'on peut démarrer dans la ROM, et ça on a fait les tests, avec uniquement un code et le TPM qui nous génère un VPN. On va chercher un code métier sur un serveur distant, on le ramène sur AcidOS et sur la machine, la plateforme. Vous éteignez la machine, il n'y a plus de code. Donc, il n'y a pas de signature. Il n'y a que AcidOS dans la ROM et qui est chiffré. Il n'y a aucun autre code présent là. On est capable de faire du net computing sans aucun problème. Et vu la petitesse du code, ça va très, très vite. Donc, évidemment, pour l'instant, il est gigabit Ethernet. Alors, on a les cartes, nous, d'exploitation et de tests qu'on a développées, elles sont en gigabit. On a 4 ports gigabit pour l'instant. On n'a pas encore eu les moyens de développer des cartes avec des ports plus importants, mais voilà, on est en discussion avec des industriels qui seraient tentés de nous faire passer à 10 gigabits sur leurs cartes. Voilà, c'est en discussion. Ils gèrent des ports M.2, SD3, etc. Enfin, tout ce qui est autour d'un microprocesseur moderne. Vu qu'il a été développé en 2002, on s'est dit que c'était peut-être pas la peine de revenir au 386 SX. Hein, c'est peut-être pas un besoin lié au port parallèle. Donc l'ensemble des services applicatifs sont sécurisés en kernel land. Et alors du coup, on l'a précisé, il n'y a pas de notion de kernel land et de user land en réalité dans AcidOS. Vous avez le noyau et les VM. Voilà, c'est les deux choses qui sont là. L'avantage, c'est que vous pouvez faire donc tourner un code en VM, le valider, le qualifier. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une utilité à le réécrire et à l'intégrer dans le noyau directement? Est-ce que ça va apporter quelque chose de plus, soit la sécurité, soit la rapidité du traitement? C'est là, en fait, l'intérêt aussi du système, c'est de se dire que du coup, on n'a peut-être pas non plus besoin de redévelopper quoi que ce soit pour remettre des éléments supplémentaires dans le noyau. S'ils tournent dans les VM, on les fait tourner en VM0 et puis ça reste là et c'est opérationnel. Une notion qui peut être intéressante, on avait vu ça avec des gens qui fabriquent des box. Vous savez, les petites box qui permettent d'accéder à Internet chez vous à la maison, elles appartiennent à un opérateur ici. Elles ne sont pas universelles, hein, c'est la boîte, il y en a une rouge, il y en a une blanche, il y en a une orange, il y en a une verte, chacun a son opérateur. Et du coup, vous avez d'autres appareils qui pourraient être connectés utilement à cette box pour aller communiquer sur Internet. Vous avez un compteur électrique, vous avez un gestionnaire de chauffage, vous avez un réfrigérateur, vous avez une enceinte connectée, etc. Et tout ça, ça utilise des protocoles, etc. Mais on pourrait pourtant mettre tout ça à l'intérieur de la box, mais comme l'opérateur n'a pas envie de s'emmerder avec les programmes des autres, il ne fait rien. Voilà, avec AcidOS, vous mettez AcidOS sur une box et dans chaque VM, vous mettez un applicatif lié à chaque opérateur qui ne vient pas emmerder l'applicatif des autres.
Il n'y a pas besoin que ce soit compilé avec, il n'y a pas besoin d'avoir de cross-compilation, il n'y a pas besoin d'intégration. Chaque VM est indépendante. Et si vous voulez mettre un nouveau service, vous l'intégrez dans la box, il démarre dans une VM et terminé, tout le monde est content. Voilà, c'est aussi une fonctionnalité potentielle du système. Donc, comme je vous ai dit, un hyperviseur barre métal, évidemment, hein, voilà, il intègre un moteur Java. Alors ça, c'est aussi une petite particularité. William a réussi à faire l'inverse de ce qu'a fait Google. C'est-à-dire qu'il a intégré un moteur Java directement dans AcidOS et dans une VM Java, ce qui fait que vous prenez un code Java natif, vous le mettez dans une VM, il tourne. Ça fonctionne. Voilà. Alors, on a des spécialistes de Java avec nous qui se sont amusés, qui sont en train de faire des évolutions assez intéressantes du système, mais aujourd'hui, on sait faire ça. Il y a évidemment serveur client DHCP, serveur client DNS, serveur HTTP, on a mis micro-serveur web à l'intérieur. Mais voilà, on a toutes ces fonctions-là. Ça ne tourne plus dans 90 000 lignes de code, mais pour l'instant, ça fonctionne. Donc là, j'avais fait un petit comparatif sur la taille d'AcidOS, hein, entre le BIOS déjà qui fait à peu près 2 mégas, AcidOS qui fait moins d'1 méga, etc. Alors ça, c'est les fonctions du socle, ce qu'on appelle le socle de confiance. Donc on a l'architecture usuelle à gauche, Docker, l'appli, la VM, OS, ou un VMware ou n'importe quoi d'autre, le bootloader, le BIOS, le firmware, tout bien structuré, bien étagé comme on a l'habitude de voir. Et puis à droite, vous avez AcidOS avec ses VM, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent ou non communiquer entre elles, où on peut, oui ou non, leur donner l'autorisation de se parler ou de parler directement au noyau et de faire ce qu'elles ont à faire. Voilà. Alors, on a mis en dessous architecture x86, PowerPC, ça c'était les tout premiers développements d'AcidOS en 2012-2014. Il y avait une version PowerPC qui existait, puis après on est passé à x86. Et là, récemment, on vient de terminer une version ARM sur V8 et on vient de faire tourner et démarrer un AcidOS sur une Raspberry Pi 4. Voilà. Alors, la difficulté aujourd'hui, et je ne vous enverrai pas des Raspberry avec AcidOS dessus, pour une raison toute simple, c'est que le code n'est pas sécurisé sur la Raspberry. Donc, on est en train d'y travailler pour pouvoir refaire la même chose que sur notre carte de démo x86, c'est-à-dire d'avoir un code chiffré qui puisse démarrer sur une carte à base d'ARM. Ce ne sera peut-être pas une Raspberry, parce qu'on n'a pas encore réussi à coller le TPM sur la Raspberry, mais on y travaille. Voilà. On est en train de trouver une autre carte probablement qui va nous permettre de faire ça rapidement. Donc l'abstraction, alors c'est ça ce que je vous expliquais là il y a 2 minutes. Hein, vous partez de l'équivalent de VMware à gauche, et Docker ensuite, où on a fait l'application et puis on a un système d'exploitation minimale qui s'appuie sur un OSDS déjà existant. Et puis on a la fonction AcidOS où on a les VM avec les apps qui sont directement basées sur AcidOS, qui s'appuient directement sur le hardware. Et puis il y a la fonction extrême et ultime qu'on met quand même, qui est l'outil de débugage complètement à droite. C'est ce que je vous expliquais au tout début. Vous avez donc AcidOS qui reçoit une VM dans laquelle on fait tourner AcidOS et qui elle-même refait tourner une VM avec l'appli dedans. Donc vous débuguez intégralement votre application, votre code métier en VM. Pour ceux qui ont fait la différence entre l'oscilloscope et la VM, je pense qu'ils apprécieront la limite qui est fournie là. Quoi vous dire de plus? Bon, voilà, l'AcidOS démarrage de la VM et premier ping inférieur à 3 secondes. Bon, ça, c'est inférieur à un timeout de l'IP Debian. Ça veut donc dire, par exemple, que si vous êtes sur un réseau IP traditionnel, avec des routeurs classiques, vous vous rendez compte qu'on est en dessous le temps de retour d'un TCP out. Ça veut dire qu'on est capable d'éteindre, redémarrer AcidOS sans que le routeur de l'autre côté s'en rende compte et ne coupe la liaison. Ça peut être utile. Ça va très vite. Hein. Ah ben, la vitesse, c'est essentiel quand même dans ces milieux-là. Voilà. Windows aujourd'hui, non. Ouais, on peut faire le test. Il fait un ping en moins de 3 secondes? Je sais pas, mais on est à moins de 10 secondes. Ah oui, moins de 10 secondes. Mais faire un ping moins de 10 secondes sur Windows, ça, je veux bien voir déjà. À mon avis, il y a beaucoup de services qui vont être éteints au démarrage. Et puis après, je veux bien qu'on fasse l'équivalent d'un ping. Vous allez voir, les 10 secondes, ils sont loin. Voilà. Non, c'est vraiment exceptionnel. Et en plus, au niveau routage et au niveau traitement de la donnée, pour répondre ou générer des flux sur un réseau IP, c'est quand même extrêmement intéressant.
Je ne vais pas rentrer dans ce que peut faire AcidOS après au-delà de ça, parce que ce n'est pas le lieu. Mais imaginez bien que si on a des fonctions aussi performantes en termes de rapidité sur la stack IP, et des possibilités absolument énormes, puisqu'on gère directement de l'OS et la stack IP gère directement le contrôleur Ethernet. Donc, on est capable de répondre et de faire des choses qui sont vraiment super rapides et intéressantes dans le cas d'attaque ou de défense en termes de trame IP. Donc voilà, ça c'est le schéma, pour terminer, c'est le schéma de la machine virtuelle, ce qu'on appelle le virtual JetSecond, où vous avez donc le noyau AcidOS, l'AVM qui démarre avec ses fonctionnalités, et on a noté au milieu la formal proof isolation. Donc ça, c'est un des prochains sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler et on aimerait bien accélérer là-dessus. C'est réussir à démontrer par une preuve formelle deux choses. Un, c'est que le boot est vraiment bien sécurisé et protégé. Il ne peut pas y avoir de pénétration au boot. Ça, c'est quelques lignes de code, mais on essaye de faire la preuve formelle. Le problème, c'est qu'on est dans du très bas niveau et pratiquement de l'assembleur. Et là, la preuve formelle en assembleur, s'il y a des spécialistes qui sont intéressés d'y travailler, on est preneur. Ce n'est pas évident apparemment. Et la deuxième preuve formelle, c'est le contrôleur mémoire. Parce que si on arrive à démontrer l'isolation formelle des VM au niveau du contrôleur mémoire, ça veut dire que vous pouvez mettre n'importe quel OS dans les VM, vous serez tranquille et vous pouvez faire des slices 5G, par exemple, dans un routeur, vous n'aurez pas de risque de pénétration entre les VM. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, c'est à cause de ça que Huawei a été banni de plusieurs pays dans le monde, parce qu'ils n'ont pas encore réussi à prouver l'isolation formelle au niveau de leur j'ai oublié le terme, au niveau de leur routeur, et de prouver que les slices sont réellement isolés formellement. C'est ce qu'on va essayer de faire sur AcidOS. On est convaincu que ça fonctionne, mais il faut qu'on ait un support académique derrière pour nous aider à démontrer ça. Si on arrive à démontrer ça, on est les seuls à pouvoir faire la démonstration qu'on peut isoler des slices 5G sur du hardware. Voilà. Ce qui est une paille aujourd'hui. Voilà. Et puis, il y avait aussi un slide que je n'ai pas là, malheureusement, c'est sur la partie téléphonie. On nous demande souvent si on pourrait faire un téléphone mobile avec AcidOS. Alors, oui, bien entendu, il n'y a aucun problème. Et la particularité et l'intérêt, il est tout bête. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à bien m'expliquer, à bien me faire comprendre, parce que c'est un peu touchy. Aujourd'hui, le problème de la téléphonie mobile, c'est que toutes les applications, toutes les icônes que vous avez sur votre téléphone reposent sur un OS qui est en dessous. Et celui qui a soit la carte SIM, l'opérateur, soit celui qui a l'OS, le fabricant du téléphone, c'est la fête du slip, ils font un peu tout ce qu'ils veulent. Donc, vous êtes obligé de sursécuriser en applicatif, de faire des sécurités, des protections, du chiffrement, etc., etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent. Imaginez bien qu'avec un AcidOS dans un téléphone, chaque icône de chaque application est une VM. Ça veut dire que chaque icône de chaque application est considérée comme un téléphone unique, seul au monde. Ça veut dire que Facebook est dans sa VM, il ne sait pas que vous avez un navigateur web, le navigateur web ne sait pas que vous avez une application bancaire, l'application bancaire ne sait pas que vous êtes allé voir autre chose, etc. On isole totalement les applications les unes des autres. Ça peut ouvrir des perspectives assez intéressantes en termes de sécurité, en termes de protection des données, etc. etc. Voilà. Donc ça, ce sont des développements qu'on n'a pas encore mis en place parce qu'on n'a pas les moyens. On espère qu'un jour, un opérateur ou un fabricant de téléphone s'intéressera à ça et qu'on pourra peut-être avancer sur ce sujet-là. Mais il y en aura bien d'autres avant, j'espère, qui seront arrivés sur le marché. Voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Et puis, je peux répondre à vos questions. Maintenant, il n'y a pas de souci. Alors, je vais juste arrêter. Alors, peut-être pas arrêter le partage, mais arrêter le. Merci beaucoup pour cette présentation.